Bon après-midi à tout le monde. Merci d'être venus nombreux à cette nouvelle conférence du cycle des grandes conférences de la Fédération de physique de Lyon et Saint-Étienne et de la Société française de physique. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, pour cette conférence. Et avant de donner la parole à Michel Broyer qui va les présenter, et juste vous rappeler que nous avons tous sans doute un petit téléphone dans la poche qui peut sonner. Donc, si on pense à l'étendre, ça peut être une bonne idée. Après la conférence, on aura l'occasion de se retrouver dans une salle qui est tout en haut, il me semble à gauche, pour un petit pot, pour boire quelque chose, si vous voulez, ou manger quelque chose. Et après que vous ayez posé aussi quelques questions. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Michel Broyer pour les présentations. Merci. Donc, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui Gérard Mourou. Alors, le professeur Gérard Mourou a commencé ses études à Grenoble. Il a passé une thèse sur les lasers à Paris 6 en 1970, a travaillé ensuite quelques années au Canada, à l'Université Laval, toujours sur les lasers à impulsion brève, puis ensuite 1 an à l'Université de Californie. Il revient en France quelques années à l'École Polytechnique, au laboratoire d'optique appliquée, où il crée un groupe sur les lasers ultra rapides. En 1977, il part aux États-Unis à l'Université de Rochester, au laboratoire pour l'énergie laser. Puis en 1988, il devient professeur à l'Université de Michigan, où il fonde un nouveau centre pour les sciences optiques ultra rapides financé par la NSF. En 1987, pour augmenter la puissance des lasers en impulsion, Gérard Mourou a inventé avec Donna Strickland l'amplification à dérive de fréquence, ou CPA, Sharp Pulse Amplification. En effet, l'amplification des impulsions laser se heurtait à la détérioration des optiques. En étirant l'impulsion, on pouvait plus facilement l'amplifier et la recomprimer ensuite. Cette invention a fait sauter un verrou technologique et a ouvert la voie à un nombre incalculable d'innovations et d'applications et aussi d'études fondamentales. La technique CPA a révolutionné la physique des lasers et est devenue la norme pour les lasers en impulsion à haute intensité. Ces recherches ont été récompensées par le prix Nobel en 2018, il y a tout juste 1 an. À partir des années, alors il a fait également obtenu plein d'autres résultats. À partir des années 90, notamment avec Toshiki Tashima, il a utilisé les lasers pour accélérer les particules chargées, notamment les électrons. Et les accélérateurs laser sont sans doute une alternative pour l'avenir pour les accélérateurs de particules. En 1994, Gérard Mourou et son équipe du Michigan ont découvert le phénomène de filamentation laser femtoseconde dans l'atmosphère. Le laser crée un plasma ionisé et s'autofocalise par effet Kerr, ce qui compense la diffraction. Cet effet a été très étudié d'un point de vue fondamental et a donné lieu à de nombreuses applications: analyse de l'atmosphère, contrôle des décharges, génération d'impulsions terahertz. En 1992, suite à un accident de laser dans l'œil, il a développé les applications médicales des lasers femtosecondes, notamment pour corriger la myopie. C'est quelque chose qui marche aujourd'hui très bien. En 2005, Gérard Mourou est revenu en France, où il est à l'origine de 3 initiatives majeures en matière de laser. Le projet XCAN à l'École Polytechnique en partenariat avec Thales, le laser Apollon sur le plateau de Saclay, et la grande infrastructure ELI, Extreme Light Infrastructure, qui abrite les lasers les plus puissants du monde en Hongrie, Roumanie et en République tchèque. Il est également directeur de IZEST, International Zeta Exawatt Science and Technology, auquel sont associés plus de 25 laboratoires à travers le monde pour anticiper l'avenir des lasers de très haute puissance. Gérard Mourou a eu de nombreux prix prestigieux, notamment le prix Charles-Townes de l'Optical Society of America. Il a reçu également, ça c'est en 2009, en 2016, il a reçu la médaille Frédéric Heiss, également de l'Optical Society.
Et enfin, le prix Arthur Chalot de l'American Physical Society en 2018. Et puis, comme vous savez, le prix Nobel la même année, en 2018. En préparant cette présentation, je me suis rendu compte que Gérard Mourou a été depuis le début passionné et fasciné par la magie des faisceaux laser. Et cette passion-fascination n'a fait qu'augmenter avec le temps. Au fond, il pense que rien n'arrêtera le laser. Et je suis heureux de lui laisser la parole pour nous parler de sa passion pour les lasers. Merci beaucoup, Michel. Well, ah oui, c'est en français qu'on fait. Merci. Merci beaucoup pour être venus si nombreux à cette conférence. Je suis savoyard, donc je ne suis pas très loin de Lyon, mais j'ai fait des études pas très loin de Lyon non plus, comme à Voiron et puis à Grenoble, bien sûr. Et donc je suis très très heureux d'être ici, de vous parler un petit peu des travaux qui m'ont valu, bien sûr, ce prix Nobel, quoi, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc je vais vous parler un petit peu de ça. Alors, avant de vous parler donc de cette passion que j'ai toujours eue en fait pour les lasers, et puis aussi, plus récemment, pour cette lumière extrême, je voudrais, puisque nous l'avons eu ensemble, j'aimerais vous introduire Donna Strickland, qui est avec moi et là à Stockholm. Et je dois dire que lorsque le premier mardi donc d'octobre 2018, parce que c'est le premier mardi du mois d'octobre, que l'on célèbre, qu'on annonce le prix Nobel. Donc j'allais à la piscine comme j'aime le faire tous les jours, et là ma secrétaire me court après et me dit voilà, Gérard, vous avez un coup de téléphone de l'étranger, ce serait bien si vous pouviez le prendre. Alors je prends le téléphone et c'est le chairman du Nobel Committee qui se présente, etc., et qui m'annonce que j'avais donc le prix Nobel 2018. Bien sûr, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme une tonne de briques qui vous tombe dessus. Mais il me dit, voilà, après on discute toujours, et il me dit, oui, et alors il y a une chose aussi que vous allez certainement aimer, c'est que vous allez le partager avec votre étudiante, Donna Strickland. Et bien sûr, ça m'a complètement ravi, parce que, vous savez, il y a eu à peu près 200 prix Nobel hommes depuis la création du prix Nobel, mais il n'y avait que 2 femmes qui avaient eu le prix Nobel, Marie Curie, de physique, j'entends, Marie Curie et Maya Gopper-Meyer. Et donc, Donna est devenue la 3e femme prix Nobel, et étant le professeur de la 3e femme prix Nobel, bien sûr, on ne peut être que fier. Et donc, il m'arrivait, donc c'était vraiment extraordinaire, parce que j'avais pratiquement, c'était une grosse cerise sur un gros cadeau, quoi, un gros gâteau. C'est donc extraordinaire, voilà. Et donc ça, c'est un petit peu, je suis très très content donc de voir que maintenant les femmes ont le prix Nobel, parce que et que j'espère qu'il y en aura beaucoup qui suivront l'exemple de Donna. Voilà. Et donc ça, c'était ma petite introduction. Maintenant, je vais vous parler un peu de lumière extrême. Alors, je vais vite passer, parce que cette présentation, en fait, c'est pas tellement celle que j'ai préparée, mais il y a eu des difficultés techniques pour vous. Donc, je vais vous présenter une autre présentation qui diffère très peu. Voilà. Donc, ça, bien sûr, je vais parler de lumière d'abord. Ça, c'est la lumière extrême. Quand je fais les présentations,
bien sûr, je parle de la lumière. Donc, bien sûr que la lumière, au départ, était toujours incohérente. Elle est devenue cohérente qu'avec l'invention donc, du laser de Ted Neyman en 1960. Et donc, je fais toujours un peu la comparaison entre la lumière cohérente et incohérente. Et là, donc, pour moi, la lumière incohérente, c'est un petit peu comme le marathon, où il y a pas des photons, mais des coureurs. Et tous ces coureurs, bien sûr, sont vêtus de façon différente, courent à des vitesses différentes, ne se connaissent pas, etc. Donc, c'est un petit peu chaotique, mais quand même, ça va dans une certaine direction. Et c'est un peu comme la lumière, en fait, la lumière incohérente. Maintenant, la lumière, bien sûr, cohérente, c'est une lumière qui est un petit peu analogue à un régiment qui défile, où tous les soldats sont vêtus de façon absolument identique, marchent au même rythme, rigoureusement, ne se connaissent pas, enfin, se connaissent entre eux peut-être, mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on connaît la position d'un soldat, on peut déterminer la position de tous les autres, et de façon rigoureuse. Et ça, pour moi, c'est aussi analogue à la lumière cohérente. Voilà. Alors, la lumière cohérente, bien sûr, elle peut venir, elle est continue, hein, mais aussi, elle peut être en burst, en impulsion. Or, et la durée des impulsions peut varier, mais de façon considérable, parce qu'elle peut être, la durée des impulsions laser, elle peut être de l'ordre du milliseconde, microseconde, nanoseconde, picoseconde, femtoseconde, maintenant attoseconde et j'espère bientôt zeptoseconde. Hein. Alors, femtoseconde, déjà, c'est pas mal. Hein. Enfin, nanoseconde, c'est 10-9. Hein. Femtoseconde, c'est 10-15, c'est-à-dire c'est un millionième de milliardième de seconde. Maintenant, on a les impulsions attosecondes, hein, c'est un millième, bien sûr, de femtoseconde. Et j'espère bientôt on aura le zeptoseconde, qui est un millième, bien sûr, de millième d'attoseconde. Voilà. Donc, et vous allez, donc je vous, bon, pourquoi est-ce qu'on travaille à réduire la durée des impulsions? C'est un petit peu ce dont je vais vous parler. Alors, oui, en 10 femtosecondes, juste pour montrer quand même qu'une femtoseconde, c'est quand même un temps extrêmement court, parce qu'en une dizaine de femtosecondes, eh bien, c'est le temps, grosso modo, pour la lumière, pour traverser, pour se propager sur des distances qui sont de l'ordre de cellules rouges. Hein, donc, c'est très faible, c'est quelques microns seulement. C'est donc des temps, parce que la lumière met une seconde quand même pour aller sur la Lune. Là, ce sont quand même des temps extrêmement brefs qu'on va utiliser. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Alors, ici, c'est Ted Neyman. Alors, je vous ai dit que pendant 14 millions d'années, eh bien, on a vécu, on ne vivait pas encore, mais disons, c'était la lumière incohérente qui siégeait. Et maintenant, avec Ted Neyman a été le premier à démontrer le laser. Il ne l'a pas inventé, parce que l'invention du laser, c'est Charles Townes, qui a décrit le concept général, mais la réalisation, la mise en pratique du laser, c'était Ted Neyman, qui malheureusement n'a pas eu le prix Nobel, bon, pour des raisons dont on peut parler autour d'une coupe de champagne ou d'un verre de bière. Donc Ted, oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec cette lumière, cette lumière laser, hein, donc qui s'échappe d'un laser, on peut l'utiliser, mais de façon absolument... Les utilisations possibles sont absolument énormes.
parce que, d'abord, il y a une chose, c'est qu'on peut utiliser cette lumière pour ralentir des atomes. Hein. C'est ce qui se fait très, très, très bien, en particulier à l'École normale à Paris, avec, bien sûr, Claude Tannoudji et puis Serge Haroche. Et donc là, on peut vraiment ralentir les atomes, mais vraiment à les arrêter. Hein. Donc, si elles sont arrêtées, bien sûr, sur le plan de vue de l'énergie cinétique, elle est très, très faible. Pratiquement, ils en sont actuellement à des nanoélectronvolts. Hein. Alors, ralentir les atomes, c'est les refroidir. Hein. Donc, ça correspond à des températures extrêmement faibles. Vous voyez, nanoélectronvolts, mais aussi avec le laser, ça c'est ce que je fais, c'est notre contribution avec Donna, c'est qu'on peut les accélérer. Et on peut les accélérer jusqu'à des énergies qui sont absolument, des vitesses d'abord très 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 proches de celles de la lumière, et puis à des énergies qui sont maintenant de l'ordre, qui ont passé le cap de la dizaine de gigaélectronvolts. Hein. Donc vous voyez, c'est ce qui est fascinant avec le laser, c'est que en fait, on passe d'un extrême à l'autre, hein, extrêmement petit. On peut faire des choses avec... on peut refroidir les atomes avec une très très basse température. Et vous allez voir aussi, on peut augmenter cette température jusqu'à des valeurs extraordinaires. Et on peut accélérer les particules aussi à des valeurs des vitesses qui sont très 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 proches de la lumière, de la vitesse de la lumière. Alors oui, mais juste un petit peu, donc ça c'est un peu... Bon, on peut créer avec le laser donc les durées d'impulsion les plus courtes, femtosecondes, les puissances, alors parce que maintenant ça va être très important, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Alors, si avec un petit peu d'énergie qui est produite par le laser, si ce laser produit de l'énergie dans un temps très très faible, eh bien, énergie divisée par le temps, ça va faire des valeurs de puissance absolument qui sont gigantesques, qui sont de l'ordre du pétawatt. Un pétawatt, c'est 10 puissance 15 watts, vous verrez. Et donc, avec seulement un joule en 10 puissance en 10-15 secondes, eh bien, c'est le pétawatt. Et un joule, comme vous le savez, c'est une toute petite quantité d'énergie. Quand vous mangez, le matin, pour votre breakfast, vous prenez des millions de joules. Hein. Bon, un seul joule, mais délivré en 10-15 secondes, vous fait, bien sûr, des puissances absolument considérables. Et c'était quelque chose que nous utilisons maintenant beaucoup. Et puis des accélérations aussi, des accélérations extrêmement rapides, des accélérations, typiquement vous verrez qu'on peut amener les particules en une femtoseconde à la vitesse de la lumière. Hein? Donc ça correspond à des accélérations qui sont énormes. Hein? Voilà. Donc toutes ces qualités-là vont être utilisées pour des applications dont je vais vous parler. Bon, je pense un petit peu à ça. Alors, bon, oui, effectivement, on peut produire le pétawatt. Alors, le pétawatt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 1000 fois, grosso modo, la puissance du réseau électrique mondial. Hein ? C'est quand même considérable. Hein ? Et donc, c'est ce genre de puissance qu'on peut créer. Donc, avec ces intensités, parce que si on focalise maintenant cette puissance absolument vertigineuse sur un spot qui est de l'ordre du micron,
du micromètre. Votre cheveu fait de l'ordre de 50 microns, donc un tout petit spot. Eh bien sûr, on peut créer des pressions gigantesques. Et là, on peut calculer que ça correspond à de l'ordre de 10 millions de tours Eiffel sur un doigt, sur une surface de l'ordre du centimètre carré. Donc, vous voyez, c'est des choses absolument considérables que l'on peut déjà produire avec ce laser. Avec la lumière, je dois dire, avec la lumière, en fait. Alors maintenant, je vous présente, ça c'est la courbe de base que j'utilise tout le temps et qui décrit un petit peu tout ce que l'on peut faire maintenant avec les lasers de puissance. Alors, comme je disais, en 1960, le laser a été inventé. Donc, alors, sur cet axe-là, sur cet axe-là, j'ai les intensités. Alors, l'intensité, c'est la puissance divisée par la surface éclairée. Donc ça, sur cet axe-là, j'ai les intensités, vous voyez, qui vont de 10 puissance 10, 10 puissance 15, 10 puissance 20, 25, et ça va jusqu'à peu près 10 puissance 30. Et c'est là où, bien sûr, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Mais bon, alors, lorsque le laser est inventé, donc, les intensités qu'on pouvait obtenir étaient de l'ordre de 10 puissance 8 watts par centimètre carré. C'est ce genre-là. Après, il y a eu la technique de mode locking qui est apparue, où on a pu augmenter les intensités. Et puis après, on a eu du mal. On a eu du mal parce que les intensités devenaient tellement grandes, déjà à ce niveau-là, qu'on a endommagé les pièces optiques qui se trouvaient dans le laser. Alors donc, ça nous a limité vraiment à peu près à 10 puissance 14 watts par centimètre carré dans cette zone-là. Et donc, on ne pouvait pas aller plus haut. Et c'est là que j'ai pensé donc à cette idée de Chirp Pulse Amplification, dont je vais vous décrire dans une petite minute. Et Donat l'a démontré, c'est pour ça que nous partageons le prix Nobel tous les deux. Et là, à partir de ce moment-là, on a pu, disons, maintenant on n'est plus gêné à partir de ce moment-là, quand on a la technique CPA, on n'est plus gêné par ce problème d'endommagement des matériaux. Et alors, on a pu maintenant augmenter les intensités. Donc, je vous décris rapidement ce que l'on peut faire. Donc, rapidement. Donc, dans cette première zone ici, dont je vous décrirai, c'est plutôt des applications qui ont trait au machining, le fait de pouvoir usiner des pièces optiques et de pouvoir les usiner, mais avec une précision exquise, une précision absolument fabuleuse. Et puis, comme vous verrez, et puis aussi, c'est le domaine où on peut l'utiliser en médecine comme bistouri, et en particulier en ophtalmologie. Ensuite, ici, je passe rapidement sur le bleu, mais le vert, ici, c'est quelque chose, c'est un domaine d'interaction maintenant qui est tout à fait extraordinaire, parce que avec ces intensités-là, les électrons qui oscillent autour du noyau de l'atome, eh bien, normalement, pour des intensités normales, des intensités ordinaires, eh bien, les vitesses d'oscillation sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Alors, quand on étudie l'optique, normalement, on dit toujours que le champ électrique, ou les forces qui sont appliquées à l'électron oscillant autour de l'atome, eh bien, c'est F égale QE, la charge d'électron qui multiplie le champ électrique. On oublie de dire qu'il y a un autre terme qui est très important,
c'est le V sur C, c'est-à-dire la vitesse d'oscillation de l'électron divisé par la vitesse de la lumière, pardon, vectoriel B, hein, qui est le champ magnétique. Et donc, jusqu'à peu près à 10 puissance 18, Orso, eh bien, on néglige ce terme. On néglige le terme, disons, magnétique, hein, de la force de Lorentz. Et donc, ici, mais maintenant, lorsqu'on est à 10-18, maintenant, l'électron va osciller à la vitesse de la lumière. L'électron qui oscille autour de l'atome, maintenant, va osciller à la vitesse de la lumière. Et bien sûr, ça va changer fondamentalement l'optique dans ce régime. Okay? Et on va avoir des applications absolument complètement nouvelles à cause de ce phénomène-là. Je vous en parlerai. Ensuite, ici, dans le jaune, alors là, on arrive à des intensités qui sont absolument considérables aussi. Là, dans le jaune, ce n'est pas seulement les électrons qu'on va pouvoir amener à la vitesse de la lumière, mais ce sont les protons, hein, ce sont les ions, en fait, qu'on va pouvoir accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière, et vous verrez ce que l'on peut en faire. Et après, à 10 puissance 29, il y a cette fameuse, je dirais, cet objectif qui m'obsède depuis 20 ans. C'est que si on arrive avec ces valeurs d'intensité, eh bien, on va pouvoir matérialiser le vide. Hein? Parce que là, la lumière, si elle interagit avec le vide, eh bien, on va pouvoir créer des particules et intérêts de particules, ce qui fait que la lumière est matérialisée, le vide est matérialisé. Donc, je m'arrêterai là, mais aussi, après, ça continue. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je reviens donc maintenant à la partie violette, qui est très abordable. Ah oui, alors une chose, c'est qu'effectivement, souvent on demande, oui, mais comment on invente? Comment est-ce qu'on invente un fixe, okay? Alors, comment est-ce que j'ai inventé le CPA? Ben, c'est très simple, je faisais du ski. Hein. Alors, ça ne paraît pas sérieux hein, de dire ça, mais voilà, non, parce que quand on fait du ski, c'est vrai, on passe surtout quand on fait on prend les chaises, on passe une vingtaine de minutes sur la chaise, en train de rêver, en train d'observer le paysage, etc. Et là, j'étais avec ma femme, c'est une vraie photo, ça. J'étais avec ma femme, et donc, il y avait un temps magnifique et tout. J'ai pensé justement à un papier que j'avais lu la veille, qui m'a donné l'idée du CPA, que je vais vous décrire dans une minute. Alors là, je suis arrivé au sommet de la piste, au sommet donc de la piste, oui. Et tout de suite, j'ai dit à Marcel, ma femme, j'ai dit, écoute, il faut que j'aille au laboratoire. C'était le samedi. Il faut que je retourne au laboratoire. Or, on était avec des amis, donc elle a pu rentrer avec les amis, bien sûr. Et moi, donc, tout de suite, j'ai déballé la pente jusqu'au parking, pris la voiture, je suis allé dans le laboratoire, et là, j'ai vu mes étudiants. C'était à l'université de Rochester, là, aux États-Unis. Et j'ai vu mes étudiants, je dis arrêtez tout ce que vous faites, maintenant voilà ce qu'on va faire. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est l'idée du CPA. C'est que, le laser, l'impulsion est fournie de façon générale, hein, que ce soit pour les lasers de petite intensité ou grande intensité, toujours fournie par un oscillateur, hein, un oscillateur, une espèce de graine de lumière. Ici, vous voyez, cette graine de lumière, elle comprend une dizaine d'oscillations. Hein. Et une dizaine d'oscillations, ça fait une trentaine de femtosecondes. À l'époque, ce n'était pas des femtosecondes. À l'époque, on était encore à l'époque des picosecondes, mais ça ne fait rien. Donc, on produit une impulsion, une graine de lumière qui fait une dizaine d'oscillations.
Ensuite, alors, normalement, ce que l'on faisait toujours avant le CPA, c'est qu'on prenait cette impulsion et puis on l'amplifiait dans ce qu'on appelle l'amplificateur. Je ne vais pas vous décrire ce que c'est l'amplificateur. Peut-être certains d'entre vous, j'espère, ont suivi des cours d'optique, des cours de laser. Et enfin, voilà. Donc, on peut amplifier la lumière. Okay, et c'est là où les choses se passaient mal. C'est là que, au fur et à mesure où on amplifiait, bien sûr, on endommageait ces amplificateurs. Donc, ça mettait un terme à nos ambitions. Et voilà. Et maintenant, ce que j'ai proposé, c'est qu'on allait, avant de l'amplifier directement, on allait étirer l'impulsion. Alors, quand on a commencé à étirer l'impulsion, étirer d'un facteur 100, mais maintenant, c'est 1 million. Alors, si on étire d'un facteur 100 l'impulsion, ou un facteur 1 million, on diminue l'intensité, on allonge l'impulsion. Pour la même quantité d'énergie, on allonge l'impulsion. Et maintenant, on a les intensités sont beaucoup plus faibles, parce qu'on a étiré l'impulsion. Et là, maintenant, on peut commencer à amplifier. Alors, si on étire d'un facteur 100, on peut amplifier 100 fois mieux. C'est-à-dire qu'on peut extraire 100 fois mieux l'énergie du matériau amplificateur. Bon, si on peut le faire 1 million de fois maintenant, c'est 1 million de fois qu'on va pouvoir extraire l'énergie de ce milieu. Alors, mais une fois, bien sûr qu'on est là, qu'on a étiré cette impulsion, il faut la recomprimer. Et il faut, comme j'ai dit, si on l'étire 1 million de fois, amplifier, maintenant on amplifie d'un facteur 10 puissance 10, des choses comme ça, 10 puissance 12 en fait, il faut maintenant recomprimer, c'est-à-dire à la durée d'impulsion origine, parce que bien sûr cette impulsion, c'est une impulsion qui fait 20 ou 30 femtosecondes, mais vraiment c'est une impulsion qui est limitée par la transformée de Fourier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement aller plus bas. Alors, donc, vous voyez, on étire d'un facteur 1 million, disons, on amplifie d'un facteur 1 million de fois mieux. Maintenant, il faut recomprimer l'impulsion d'un facteur 1 million, et il faut le faire parfaitement. Il faut le faire parfaitement parce que si ces impulsions sont tellement énormes maintenant, parce que d'ailleurs, je compare un petit peu la graine à une mouche, ici, ce serait une mouche, et puis ce qui ressort, c'est un éléphant. En fait, c'est plutôt un troupeau d'éléphants. Ce qui ressort, ça serait une tour Eiffel, la masse. Parce qu'on arrive maintenant à amplifier d'un facteur 10 puissance 12, 10 puissance 13. C'est énorme. Okay, bon, et il va falloir recomprimer l'impulsion de façon exacte. Et c'est la grande idée que j'ai eue sur le télésiège, c'est ça. Et donc, je ne vais pas vous décrire exactement comment on fait, parce que c'est un peu compliqué, mais voilà, la grosse difficulté, c'est bien sûr, c'était de pouvoir vraiment produire toutes ces manipulations optiques qui étaient géantes, et puis arriver à un résultat extrêmement précis et utilisable. Voilà. Donc, on peut arriver avec ces impulsions qui sont absolument géantes, etc. Mais on n'a pas à produire des impulsions géantes. Il y a des applications, comme pour l'usinage, on n'a pas besoin de produire des impulsions, bien sûr, comme celles qu'on veut produire pour casser le vide, pour faire bouillir le vide. Donc, on va commencer par l'application ici en violet, où on va utiliser ces impulsions-là pour l'usinage. Alors, l'usinage laser, c'est quelque chose d'assez commun. Mais les impulsions, jusqu'à présent, c'était des impulsions nanosecondes. En nanosecondes, 1 milliardième de seconde, pour nous, c'est l'éternité. C'est l'éternité par rapport à une impulsion femtoseconde. C'est 1 million de fois plus long qu'une impulsion. Alors,
si on prend une impulsion longue, alors nanosecondes, eh bien, et si on l'utilise disons, pour faire l'usinage de pièces de façon générale, hein, parce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Et donc, là, on va créer une espèce de cavité parce que, disons, la chaleur l'impulsion est très longue. Alors, pendant que l'impulsion dépose son énergie dans le matériau, eh bien, la chaleur se propage, etc. Donc, on ne peut pas vraiment faire de l'usinage précis. Hein. Ce n'est pas propre. Alors, on a ce genre de résultats. Si on veut, par exemple, faire de l'usinage avec des impulsions de 10 nanosecondes, si on veut faire un trou, par exemple, eh bien, on voit, il y a des bavures. Il y a des bavures qui sont dues justement à tous ces processus qui se déroulent pendant l'échauffement et puis le refroidissement et tout de cette impulsion de la matière. Et par contre, si on prend des impulsions femtosecondes, on veut essayer de faire le même travail, là, c'est absolument parfait. Okay. On peut faire des trous maintenant vraiment sub-microns, hein, et qui sont absolument parfaits. Il n'y a pas de bord, il n'y a pas de... C'est net. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui a une application extrêmement importante en usinage, etc. Alors, il y a une autre propriété, une autre chose qu'on peut faire justement avec les lasers femtosecondes, c'est que d'abord, le laser, lui, il va être, s'il y a des matériaux qui sont transparents, eh bien, il va normalement être transmis. Le matériau va pouvoir être transmis si cette pièce optique si cette pièce est transparente. Mais si j'utilise des impulsions qui ont des intensités qui commencent à être élevées et que je focalise mes impulsions ici, eh bien, le champ électrique peut atteindre des très grandes valeurs au centre au centre ici et vraiment causer un dommage, un breakdown de la matière, et très petit. Et si on se déplace, si on déplace bien sûr le faisceau comme ça, eh bien on peut faire des découpes très très précises de la matière. C'est ce qui se fait. Alors, bien sûr, ça c'est maintenant une des grandes applications de ceci. C'est l'ophtalmologie femtoseconde. L'ophtalmologie femtoseconde, ça marche exactement comme je viens de vous dire. Vous avez la cornée. Si la cornée fait typiquement 500 microns, hein, à peu près. Donc ici, on arrive avec le laser femtoseconde, on le focalise à un endroit donné, dans la cornée. Et là, ensuite, on déplace le faisceau et on peut faire une découpe vraiment très, 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 très belle. Et donc ça, c'est maintenant une application qu'on a découvert, comme j'aime à le dire, avec un accident. Hein. Mais ce n'est pas chaque fois qu'on fait un accident qu'on découvre quelque chose. Hein. Là, c'est une fois sur 1 million. On a découvert un accident où un de mes étudiants, en réglant le laser, c'était au début de ces impulsions ultra brèves, eh bien, il a reçu un coup de laser dans l'œil. Et donc, comme je disais ce matin, il a reçu, donc il avait l'œil donc endommagé. Et aux États-Unis, bien sûr, il y a ce risque pour des choses comme ça de fermer le laboratoire. Hein. Et donc, mon étudiant, Dita Ardou, arrive et il était complètement désolé. Il n'était pas désolé parce qu'il avait reçu le laser, il était désolé parce qu'il savait que peut-être le laboratoire fermerait à cause de lui. Et j'ai dit, écoute, Dita, on va d'abord aller à l'hôpital,
voir analyser ce qui se passe avec ton œil, et puis après on pourra parler de ça après. Et donc, on va à l'hôpital, et un étudiant en médecine, c'était un interne en médecine, à l'université du Michigan, là j'étais à Michigan, qui regarde l'œil de Ditau, et puis, enfin il regarde la rétine de Ditau, et puis qui est stupéfait. Il dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Et Ditau dit « Mais qu'est-ce qui est extraordinaire ?» Il dit « Mais oui, tu as reçu un coup de laser dans l'œil, mais il est parfait. L'endommagement est parfait. » Et alors, donc, il demande bien sûr il veut parler, quoi, parce qu'il veut dire est-ce que je peux parler avec Gérard Mourou, tout ça pour. Alors il dit mais bien sûr, oui, tout ça. Donc 2-3 jours après, je reçois un coup de téléphone de l'interne et qui dit voilà, maintenant je voudrais travailler dans votre laboratoire et faire de l'ophtalmologie. Et bien sûr, il y a un interne, normalement, ça travaille 80 heures par semaine. Et là, en plus de ça, il venait régulièrement travailler, faire de l'ophtalmologie femtoseconde. Et bon, c'était bien pour lui parce qu'ensuite, ils ont démarré avec d'autres étudiants de mon groupe, ont démarré un spin-off qui a très bien marché et qui a été acheté ensuite 800 millions de dollars. Donc, c'est ce genre des fois, on a la serendipity, mais pas souvent, mais elle existe. Et c'est ce qui est arrivé ici. Alors, donc là, c'est juste pour montrer que si on fait une découpe, là, c'était un œil de porc. Si on fait une découpe avec des impulsions picosecondes, 50 picosecondes, qui sont là pour nous très longues, eh bien, vous voyez, c'est un désastre. Cette découpe est un désastre. Alors que si on utilise le femtoseconde, eh bien, on fait des découpes qui sont absolument admirables. Voilà. Et maintenant, il y a, je sais pas, il y a plusieurs millions de procédures par an qui utilisent cette technologie. Donc, je passe à tout ça parce que il faut avancer. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au domaine en vert. Ce fameux domaine où maintenant l'intensité est tellement élevée que l'oscillation des électrons autour maintenant du noyau maintenant devient relativiste. Et donc, bien sûr, les choses se passent de façon différente. Il y a une optique nouvelle qui se crée. Et alors, une des grandes... Ah oui, quand le... Faut que je dise, je m'excuse. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'optique classique, c'est-à-dire aux intensités faibles, eh bien, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Là, je représente en rouge, par exemple, le champ électrique, en bleu, le champ magnétique, et tout ça, ça oscille à 10 puissance 14, 15 par seconde, oscillation par seconde. Les amplitudes ici sont très faibles. Donc, on a l'électron qui se déplace autour du noyau, comme je vais le démontrer ici. Mais ces amplitudes-là sont très faibles. Et lorsqu'on arrive l'oscillation se fait essentiellement de façon verticale par rapport à l'axe de propagation. Maintenant, lorsque j'arrive avec ces intensités très élevées, alors à ce moment-là, il y a ce terme, parce que ce terme B sur C cross B, on l'a négligé, parce que le champ électrique est très faible.
ici, donc la vitesse est très faible, le V sur C est très faible, donc on néglige ce terme. Mais bien sûr, lorsque à 10 puissance 18, maintenant ce terme n'est plus négligeable. Au contraire, il devient aussi important que celui-là. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, l'électron ne va pas osciller up and down, mais il va plutôt osciller longitudinalement. Hein. Et donc, vous voyez, de cette façon, on va pouvoir accélérer des particules. Alors, voilà. Et donc, en fait, l'accélération ne se déroule pas exactement comme je l'ai dit. On utilise le plasma pour la produire. Enfin, ça, c'est l'idée générale. Alors, pour accélérer le laser, les particules avec le laser, eh bien, le laser, il va d'abord produire un plasma. Et ce plasma, il va y avoir une onde plasma, comme sur la mer. Les électrons de ce plasma vont pouvoir être accélérés par les ondes plasma. Et donc ça, c'est un concept qui a été, inventé par mon ami Toshi Tajima, hein, qui certainement aura un prix Nobel un jour ou l'autre. Et il a été inventé par Tajima. Et maintenant, bien sûr, c'est la façon, vous allez voir, ça sera certainement la façon du futur d'accélérer les particules. Alors, comment ça fonctionne ? Là, voilà. Alors, c'est d'une simplicité biblique. Hein. Lorsque on a le laser, bien sûr. Alors, si on a le laser, eh ben, on focalise cette lumière très intense sur un jet de gaz. Le jet de gaz va être ionisé. Ensuite, on va produire, il va y avoir des électrons, des ions, ils vont produire un plasma, hein, parce qu'un plasma, c'est une soupe d'électrons et d'ions. On va produire un plasma, et puis dans ce plasma, il va y avoir des ondes plasma, comme sur la mer, et il va y avoir des électrons qui ne vont pas être complètement en phase avec l'onde, et qui vont être, prises par la vague, hein, et vont être amenées par la vague, qui, elle, se déplace à la vitesse de la lumière, parce que c'est le laser qui crée cette onde-là. Et c'est un processus extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Juste pour vous donner une idée, maintenant on peut produire, sur des distances de l'ordre du centimètre, on peut accélérer les électrons au GeV. Alors, bon, peut-être que vous ne savez pas très bien ce que c'est que le GeV, hein, mais pour accélérer les électrons au GeV, en général, il faut des systèmes comme ça. Ça, c'est un synchrotron Soleil, vous voyez, 3 GeV. Mais il ne fait pas 3 centimètres. Hein. Donc, vous voyez, l'efficacité d'accélération est absolument fabuleuse. Et bien sûr, maintenant, on va devoir... Enfin, je crois que ça va être certainement... l'accélération de particules par laser va remplacer vraiment les méthodes traditionnelles, hein, d'accélération par micro-ondes. Alors, juste pour... Là, vous voyez, vous avez... ça, c'est l'anneau du CERN, hein, près de Genève. Okay. Cet anneau fait 27 km. Hein. C'est pour avoir le TeV, Tera électron-volt. Et il fait 27 km parce que, avec la technique d'accélération avec les cavités micro-ondes, eh bien, on ne peut produire que du MeV par centimètre. Donc, il faut 27 km pour avoir cet ordre de grandeur, le TeV. Hein. Maintenant, si j'utilise maintenant l'accélération laser, qui est 1000 fois plus efficace, à ce moment-là, on passe du 27 km à une centaine de mètres. Okay. Donc, évidemment,
c'est extrêmement intéressant. Et maintenant, on travaille sur des concepts qui seront encore 1000 fois plus efficaces. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus, avec Toshi, on ne parle plus d'accélération avec de GeV par centimètre, mais maintenant, ça va être le TeV par centimètre. TeV par centimètre, c'est-à-dire que c'est le CERN sur un doigt. Donc, c'est quelque chose d'absolument considérable. Enfin, ça vous démontre quand même que la science avance. Fait des progrès quand même. Et donc, ça, c'est. Après, on va revenir un petit peu aux applications. Maintenant, on arrive à cette zone-là, à la zone jaune, où maintenant on peut accélérer, bien sûr, des protons. Maintenant, plus seulement des électrons, mais des protons. Vous allez voir, il y a de très très belles applications. Et je crois qu'effectivement, je vais un peu zapper la matérialisation du vide. Pourquoi est-ce qu'on peut faire craquer le vide avec le laser? C'est que, en fait, le vide, ce n'est pas vide. Le vide, c'est composé, c'est un milieu au contraire extrêmement actif, où il y a des particules et interparticules qui naissent, qui disparaissent, etc. De particules. Et donc, si on a à partir d'un certain niveau d'intensité, c'est ce qu'on appelle normalement l'intensité de Schwinger, et puis ou le champ critique. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir séparer les particules des interparticules et donc matérialiser la lumière. Créer des électrons et des positrons. Voilà. Donc, je passe maintenant à l'autre grande application. Et donc, je dis, on peut accélérer maintenant des protons. Ici, et c'est très important quand on parle d'accélération de protons. D'ailleurs, un élève ce matin m'a posé la question s'il y a des applications sur les protons pour faire la thérapie protons, parce qu'il y a un très grand centre à Lyon, bien sûr, de protothérapie. Et alors oui, effectivement, maintenant, si on peut faire l'accélération d'électrons, mais si le système est réduit énormément en taille et certainement aussi en coût, c'est extrêmement intéressant. Et là, par exemple, ce qui est particulier, si malheureusement vous avez une tumeur, et cette tumeur est logée au milieu d'autres tissus, et normalement, si on utilise des thérapies normales comme avec les rayons X ou les électrons, eh bien, le faisceau d'électrons, si on veut brûler la tumeur, si on veut brûler la tumeur, eh bien, on va la diriger vers la tumeur et on va brûler la tumeur, mais aussi on va brûler les tissus qui sont avant la tumeur. Donc, c'est pas satisfaisant. Par contre, si on utilise des protons, alors les protons, c'est différent parce que ces protons ici vont s'arrêter à ce qu'on appelle sur le pic de Bragg. Ce pic de Bragg, ils vont s'arrêter tous au même endroit, sur le pic de Bragg, et ça va être typiquement, on peut régler la position de ce pic de Bragg en fonction de l'énergie. Donc, on peut, en fait, maintenant, disons, tuer la tumeur sans vraiment affecter les tissus qui sont avant la tumeur. Okay? Donc, bien sûr, c'est extrêmement important. Alors, si maintenant on peut accélérer les particules, si on a des systèmes compacts pour accélérer les particules, eh bien, il y a plein d'autres applications en médecine, en thérapie nucléaire, où il nous faut des radionucléailles qui sont logées dans la tumeur et puis qui
qui brûle la tumeur. Et puis, bon, bien sûr, aussi, les matériaux nucléaires sont aussi très utilisés pour le diagnostic. Donc, c'est très, très important d'avoir la capacité de faire ces éléments radioactifs à la demande et surtout près du patient, près ou dans l'hôpital où on traite les patients. Parce que maintenant, ils sont créés par des réacteurs loin de l'hôpital, etc. Donc, c'est une application qui est extrêmement importante, l'application des lasers ou de l'accélération laser sur les particules pour le médical. Alors maintenant, est-ce que j'en suis ? Voilà. Alors maintenant, il y a aussi une très très grande application, personnellement qui me touche beaucoup, je crois qui touche tout le monde ici, c'est la possibilité de pouvoir créer de l'énergie sans détruire la planète, sans créer le CO2, etc. Alors actuellement, il y a l'énergie nucléaire, bien sûr, qui est là. Seulement, il y a ce problème des déchets dont il faut se débarrasser. Si on arrive à se débarrasser des déchets, si on arrive à les neutraliser d'une certaine façon, eh bien, l'énergie nucléaire est tout à fait maintenant acceptable. Et il y a beaucoup de matériaux nucléaires, donc ça pourrait vraiment remplacer le charbon. Okay. Donc, une façon justement de neutraliser ces éléments, ces déchets, c'est ce qu'on appelle faire la transmutation. La transmutation où, par exemple, essentiellement, il y a 4 noyaux vraiment qui sont dangereux dans la production d'énergie nucléaire. Il y a ça s'appelle les minor actinides. Il y en a 4. Il y a le neptunium, le curium, américium et plutonium. Okay. Ceux-là ont des temps de vie très très élevés, de l'ordre de centaines de milliers d'années, voire du million d'années. Donc, et alors, si on arrive à produire des neutrons, alors il faut que je vous dise une fois, si on produit des protons, on peut produire des neutrons. Et si on arrive à produire des neutrons, là encore en quantité suffisante, à des coûts faibles, etc., c'est-à-dire à des flux importants, eh bien, on peut utiliser ces protons pour vraiment fissionner ces noyaux. Et lorsqu'on fissionne ces noyaux, eh bien, on peut créer d'autres éléments, mais qui ont des temps de vie maintenant excessivement faibles, enfin très faibles, quoi, de l'ordre. En laboratoire, ça peut être de l'ordre de la minute. Mais en réalité, ça sera beaucoup plus long que ça, mais ça sera peut-être des années. Parce qu'il y a plein d'autres réactions qui se mettent en route. Donc, c'est des années. Donc, mais si on arrive à réduire le temps de vie de ces éléments radioactifs, eh bien, maintenant, l'énergie nucléaire devient une possibilité. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant et auquel j'ai promis de m'engager. Voilà. Avant. Donc, qu'est-ce que je. Oui. Alors, ça, c'est à mon avis, une très, très grande application. Et j'avoue que mon activité principale, maintenant, j'ai fondé tout un groupe, il y a plusieurs pays qui sont impliqués là-dedans, c'est d'essayer de démontrer ce principe. Alors, c'est pas évident, je sais qu'il y a des difficultés, c'est pas évident qu'on y arrive, mais ce qu'il y a, c'est que je veux essayer de le faire. Voilà. Je crois que les scientifiques, maintenant, ont un gros travail à faire pour la planète.
Alors, il y a un autre, un autre challenge aussi qui est apparu, c'est l'ère spatiale a démarré en 1957, hein, avec le lancement du premier Spoutnik. Et il se trouve que maintenant, on a envoyé dans l'espace l'équivalent de l'ordre de 4 tours Eiffel dans l'espace. Hein. Et la moitié d'une tour Eiffel, maintenant, est sous forme de débris. Alors, ça peut être des débris qui sont de l'ordre, enfin, qui sont gros comme des machines à laver, et puis, ou bien des débris qui sont de l'ordre du centimètre. Mais ces débris, ils se déplacent à 10 fois la vitesse des balles les plus rapides. Ce qui veut dire qu'ils sont même petits, ils sont extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux pour les astronautes, mais aussi ils sont extrêmement dangereux pour l'équipement qu'on envoie, qui est extrêmement cher, les satellites, etc., dont on a besoin pour vivre maintenant. Donc c'est important de s'en débarrasser. Alors, Alors, je vais vous montrer un petit clip qui dure, je crois, même pas une minute, qui montre la façon dont nous proposons, mon équipe propose de se débarrasser de ces débris. Alors, on va utiliser les lasers qu'on a utilisés, qui ont été conçus pour les grandes applications dont je vous ai parlé précédemment, pour ces lasers pour produire, pour l'accélération de particules, etc., etc. Il se trouve en faisant ça, on a développé toute une technologie, une nouvelle technologie laser, qui nous permettrait justement de combattre ce problème que nous avons des déchets nucléaires. Alors là, je vais vous passer un petit clip, mais il est basé sur une expérience que les Chinois ont fait en 1957, lorsqu'ils ont voulu démontrer qu'ils avaient un missile qui pouvait détruire un satellite, un de leurs satellites, bien sûr. Mais en faisant ça, ils ont créé des millions de débris. Donc, malheureusement, on a vu il y a quelques mois, l'Inde a fait ça aussi avec un de leurs satellites. Chaque fois, ça pollue l'espace. Il faut bien dire que chaque fois qu'on envoie aussi un satellite dans l'espace, ou quelque chose dans l'espace, eh bien, forcément la création de débris. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention et qu'on commence à développer des moyens pour nettoyer ces débris de l'espace. Alors voilà, je vais vous montrer donc, vous voyez, c'est l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé. C'était en 1997 que les Chinois ont lancé ce satellite, l'ont détruit et ont produit énormément de débris. Et puis maintenant, je vais vous montrer un peu le type de laser qu'on peut utiliser pour détruire les débris. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas, avec le laser, qui est puissant, mais il n'est pas assez puissant, ou il n'y a pas assez d'énergie par impulsion pour vraiment faire exploser, enfin, pour évaporiser le débris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'ablation quand on va voir le débris qui est à une centaine de kilomètres, à 100 km, 15 km par seconde, dans 6 secondes, il est sur vous. Quand on va commencer à déceler le débris, on va envoyer le faisceau laser. On a 6 secondes pour le faire. Et puis, à ce moment-là, on va créer une ablation sur le débris. Et cette ablation va s'accompagner d'un effet fusée qui va pousser, qui va changer la trajectoire du débris et va amener le débris, ou va l'amener va déorbiter le débris. Le débris va être pris dans l'atmosphère et va être brûlé par l'atmosphère. Voilà. Donc, c'est le concept. Okay. Voilà, donc on va partir là maintenant. Alors, je ne sais pas si le son sera bon.
Ah, il n'y a pas de son. Hein. Voilà, donc là, vous avez vu le satellite qui a explosé, les débris qui se baladent. Ici, on va localiser le débris. Et puis, on a mis en place un nouveau type de laser, un laser qui est basé sur les fibres, qui est fait de faisceaux de fibres et qu'on appelle le ICANN. Et avec ce laser, qu'on va, disons, faire l'ablation, tirer sur le laser, créer une ablation sur le débris. Et cette ablation va donc va entraîner ce fameux effet fusée et le débris va aller dans l'atmosphère, il va être brûlé dans l'atmosphère. Voilà. Bon, alors maintenant je vais... Oui, alors la chose qui est importante dans le prix Nobel, hein, si ceux d'entre vous qui veulent obtenir le prix Nobel, il y a un conseil que je vous donne, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une invention, bien sûr, et qui soit for the greatest benefits of society, of humankind. Okay? Donc c'est très important pour le prix Nobel, ça. Donc ici, je vous ai démontré que, en conclusion, la lumière extrême est capable de produire les champs électriques les plus importants, les accélérations les plus importantes, les températures les plus élevées, les pressions les plus élevées. Donc, it carries hope and opportunities for the future science and society, for la society. For science and society. So, donc voilà, je vais arrêter là. Enfin, je vais arrêter ma présentation. Il y en a une petite que je vais vous passer. Voilà. Il y a une chose, c'est que dans ce domaine-là, le domaine de la lumière extrême, il y a encore tellement de choses à faire que je suis sûr que the best is yet to come. Maintenant, une chose qu'il faut que j'aimerais vous parler, c'est, vous savez qu'on a ce coup de téléphone là, le premier mardi du mois d'octobre. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui se passe après ce coup de téléphone. Alors, après le coup de téléphone, on reçoit le prix le 10 décembre. Donc, il y a un mois et demi après l'annonce. Donc, le 10 décembre, parce que Nobel est mort le 10 décembre. Donc, c'est l'anniversaire de Nobel, et c'est pour cet anniversaire, c'est à mon anniversaire, qu'on donne le prix Nobel. Alors, avant le prix Nobel, eh bien, il y a, on fait une lecture. Chaque lauréat doit faire une lecture, un discours sur ses inventions, etc., sur ce qu'il a fait. Et puis, après ça, eh bien, comme on va recevoir le prix Nobel du roi, il faut apprendre à le recevoir. Il y a tout un protocole. Vraiment, on passe plusieurs heures à faire ça. Hein. Incroyable. Là, il y a une dame là, qui fait le roi. Hein, et puis, et nous, on doit arriver, et puis on doit faire une inflexion, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre de pas en avant, un certain nombre de pas en arrière, etc. Voilà. Donc, il faut qu'on apprend à faire ça. Hein, on prend une matinée pour faire ça. Là, je suis avec Donna, en train de regarder les autres lauréats pratiquer. Hein, et ensuite, alors, il faut se préparer. Hein, on a, bien sûr, il faut se préparer. Et là, je suis avec Donna et ma femme Marcel, qui ajuste mon papillon. Ensuite, alors là, c'est la cérémonie. Là, on remet le prix. Alors là, la famille royale est ici. Les lauréats sont ici. Alors, il faut dire une chose, c'est que
la physique est numéro 1 en Nobel. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours la physique à la priorité. Physique, chimie, médecine, et puis économie. Mais économie, ce n'est pas un prix Nobel. Hein. Économie, c'est parce qu'il n'est pas sur le testament de Nobel. Hein. Donc, c'est un prix en la mémoire de Nobel. Mais bon, on l'appelle le prix Nobel. Voilà. Donc, alors, bon, on reçoit le prix hein, du roi, ça c'est très bien. Ensuite, on est content. Ensuite, on est... Ah oui, ça, c'est tous les autres lauréats, hein, vous voyez. Donc, on est... la physique est ici, moi et Donna. Artashkin n'avait pas pu venir. Hein, 96 ans, il avait un problème. Et son fils était là, mais il ne faisait pas partie des gens qui recevaient vraiment. Donc, ça, la chimie, la médecine et puis l'économie. Ici. Voilà. Ensuite, on est congratulé félicité par sa femme. Voilà, et on reçoit la médaille, une médaille qui est magnifique, hein, c'est extraordinaire. Ça nous a causé des problèmes d'ailleurs pour passer la douane, pour passer l'immigration, parce qu'il y avait ce truc, cet objet métallique qui intriguait les gens. Voilà, donc, ensuite, il y a ce fameux banquet extraordinaire, un banquet où il y a 1500 personnes. Et il y a la table royale qui est ici. Et au centre de la table royale, il y a les lauréats. Hein. Alors, ici, il y a bien sûr, parce que physique est numéro 1, et Donna, bien sûr, c'est une dame, une femme. Donc, c'est elle qui siège à côté du roi. Hein, et elle est très contente de le faire. Hein, son sourire en dit long. Voilà. Elle est satisfaite. Et bon, moi, j'ai la reine avec je chante la reine et puis la princesse Sophia. C'est une bonne position quand même. Et voilà, donc, alors, bon, tout ça, c'est glamour, hein, très, très glamour. Mais la chose, et bien sûr, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant, mais la chose la plus impressionnante, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la dernière chose qu'on fait lorsqu'on reçoit le prix Nobel. Vous êtes invité par la Fondation de Nobel, venir, etc. Vous amène dans un bureau qui, lui, pas du tout glamour, hein, il était normal, etc. Mais ils arrivent avec ces cahiers, hein, plusieurs cahiers, et dans ces cahiers, eh bien, il y a la signature de tous les prix Nobel. Et là, c'est quand même un moment émouvant. D'ailleurs, ma femme, je suis content d'être avec ma femme, Marcel, et moi, parce que, bon, surtout de mettre en valeur Marcel, qui m'a aidé pendant 52 ans. Hein, il est marié pendant 52 ans, aidé pendant 52 ans. Et tous les deux, on est très, très émus quoi, de regarder ce cahier et puis que je mette ma signature sur ce cahier-là. Voilà, je vous remercie.